Dans cette capsule-ci, on va aborder le sujet de la puissance générée dans un circuit RLC, donc dans un circuit en fait de courant alternatif. Donc ici, on a les deux formules qui nous donnent la FEM générée par la source, puis ensuite le courant qui circule dans notre circuit en série. Si on voulait calculer la puissance qui est fournie par la source, ben, la puissance, on a vu que c'était E fois I, donc la FEM de la source fois le courant. Alors dans le fond, dans notre cas, il s'agirait de multiplier ces deux formules-là. Donc on va avoir EM sin oméga, donc EN sin oméga t, puis IM sin d'oméga t moins phi, donc vous voyez IM sinus d'oméga t moins phi. Donc ça nous donnerait ça, en fait, la puissance dans le circuit en courant alternatif. C'est assez compliqué comme équation. Vous voyez, on a comme une amplitude ici, là. EM fois IM, ça serait l'amplitude de la puissance. Par contre, on a une multiplication de deux sinus à droite. Donc, c'est une multiplication de deux sinus. Puis en plus, ils n'ont pas le même argument. Il y en a un qui c'est oméga t, puis l'autre c'est oméga t moins phi. Donc, ils ne vont pas atteindre, autrement dit, les deux sinus ne vont pas atteindre leur maximum en même temps. Donc, la puissance, en fait, va varier en fonction du temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer un petit peu cette équation-là pour qu'elle soit plus évidente, plus parlante, si on veut. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une identité trigonométrique. Donc, on peut transformer un sinus d'une soustraction, comme on a ici, sinus d'oméga t moins phi. On peut l'écrire comme ceci. Ça devient sinus du premier terme, oméga t, fois le cosinus du deuxième. Ensuite, moins cosinus de... En fait, c'est l'inverse ici. Donc, on a cosinus du premier terme, sinus du deuxième. Donc, c'est une identité trigonométrique et on va s'en servir pour remplacer le sinus d'oméga t moins phi qu'on avait ici. On va le remplacer par ceci. Alors, ça va donner... Donc, je multiplie le sinus d'oméga t par ça. Ça donne donc sinus carré d'oméga t cosinus de phi moins sinus d'oméga t cosinus d'oméga t sinus de phi. Alors, vu comme ça, on dirait que l'équation n'est pas bien plus simple que tantôt. Là. On dirait que je ne me suis pas vraiment avancé. Sauf que si on illustre cette équation-là, alors ici, j'ai remis l'équation qu'on vient d'obtenir en haut. Puis en bas, j'illustre deux choses. Le terme sinus carré d'oméga t. Alors, c'est ce qui est illustré ici. Sinus carré d'oméga t en fonction du temps. Alors, dans le fond, c'est un sinus au carré, donc d'abord, ça va tout être positif parce que vu que c'est carré, donc la partie négative du sinus va aller au-dessus de l'axe. Par contre, le maximum, ça va toujours être 1, parce que la valeur maximum d'un sinus, c'est 1. Alors, ça veut dire, puis même si on le met au carré, 1 au carré, ça donne encore 1. Alors, c'est vraiment le maximum ici. Alors, on va passer par le maximum, puis ensuite, on va passer par 0. C'est la valeur minimum lorsque le sinus est égal à 0. Donc, on va avoir une oscillation comme ça. Et clairement, c'est symétrique autour d'un axe ici. Là, si je me mets ici, c'est-à-dire à la moitié exactement, je vais avoir une symétrie. Alors, ça me permet de conclure que la valeur moyenne d'un sinus carré, c'est forcément une demi. C'est-à-dire, c'est à mi-chemin entre le maximum qui est 1 puis le minimum qui est 0. Alors, si je m'intéresse seulement à la valeur moyenne de ça, ça va être tout simplement une demi. L'autre terme ensuite, sinus d'oméga t, cosinus d'oméga t, il est représenté ici. Donc, la multiplication entre le sinus et le cosinus. Ça donne quelque chose comme ceci. Ça part de 0, ça va monter jusqu'à une demi. Pourquoi la valeur maximum, c'est une demi? Parce que, en fait, c'est à 45 degrés qu'on va atteindre ça. Parce qu'à 45 degrés, le sinus et le cosinus ont la même valeur, puis multipliés ensemble, ils donnent une demi. Mais par la suite, si on continue à monter au-delà de 45 degrés, le sinus va augmenter, mais le cosinus, lui, va se mettre à descendre. Donc, c'est vraiment à 45 degrés qu'on a la valeur maximale. Quand on arrive à 90 degrés, par exemple, le cosinus est égal à 0, donc ça fait 0. On est revenu ici. Alors, c'est pour ça qu'on a une oscillation comme ça, entre moins 0,5 et plus 0,5, mais la valeur moyenne sur le temps, ça va être nul, puisqu'on est autant de temps au-dessus de l'axe qu'en dessous. Alors, la valeur moyenne, en fait, ça va être égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? C'est que si on s'intéresse à la valeur moyenne de la puissance, c'est-à-dire la valeur moyenne sur une longue période, bien, à ce moment-là, on peut dire que la valeur moyenne du sinus carré ici
c'était une demi, comme on disait tout à l'heure. Puis la valeur moyenne du sinus oméga t fois cosinus oméga t, c'est 0, puisque en fait, c'est aussi souvent positif que négatif. Donc, l'équation d'en haut, si on veut seulement la valeur moyenne, on peut remplacer le sinus carré par une demi. Donc, on va avoir une demi, EM-IM, et ensuite cosinus de phi. Le deuxième terme, sa valeur moyenne est nulle. Alors, on a simplement ceci pour la valeur moyenne de la puissance. Puis en fait, c'est tout ce qui va nous intéresser en réalité, la valeur moyenne, parce que la puissance, elle oscille en fonction du temps. Supposons que j'ai du 60 Hz par exemple, alors ça va osciller 60 fois par seconde, mais en fait, c'est pas trop important de savoir qu'est-ce qui se passe à chaque millième de seconde. En fait, ce qui nous intéresse, c'est la puissance moyenne qui est générée sur un assez long intervalle de temps. Donc, ça va être égal simplement à ceci. Alors, je reprends la formule qu'on vient de voir pour la puissance, puis je vais définir une nouvelle quantité. On va appeler la FEM efficace, l'amplitude de la FEM de la source divisée par racine de 2. On va faire la même chose avec le courant efficace, donc I efficace, ça va être l'amplitude du courant divisé par racine de 2. Alors, on fait ça pour réécrire la puissance sous cette forme-ci. Donc, la puissance, ça va être le produit de la tension efficace fois le courant efficace. Il reste bien sûr le cosinus de phi. On va y revenir tout à l'heure pour le cosinus de phi. Donc, en fait, avec cette définition-là, ça nous permet d'enlever le facteur 1/2 et de revenir avec une formule qui ressemble à la formule de la puissance qu'on avait en courant continu, où on faisait E fois I. Alors ici, on peut dire que la puissance moyenne, c'est E fois I également, à condition qu'on prenne les valeurs efficaces. Un exemple, je vous avais déjà dit que l'amplitude de la tension en Amérique du Nord qu'on utilisait dans nos prises de courant, c'est 170 volts. Alors si on fait 170 sur racine de 2, ça donne 120 volts. Donc, la tension efficace, ça va être 120 volts. Et d'ailleurs, c'est ça qu'un multimètre va mesurer. Donc, si vous prenez un multimètre que vous mettez en mode voltmètre en courant alternatif, puis que vous les mettez dans la prise de courant, il va vous écrire 120 volts. Parce que lui, il mesure la moyenne, en fait, de la tension. Donc, il va vous donner la tension efficace qui va être 120 volts. Mais si vous branchez plutôt un oscilloscope à votre prise de courant, d'ailleurs, on avait fait déjà un laboratoire là-dessus, puis que vous mesurez l'amplitude, là, vous allez vraiment trouver 170 volts. Un synonyme pour la tension efficace, c'est la tension RMS. Donc, RMS, c'est pour root mean square, en fait, donc racine carrée moyenne, si vous voulez. Donc, ça vient de ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, que le facteur 1/2, c'était la moyenne du sinus au carré. Alors, c'est de là que ce terme-là vient. Donc, c'est un synonyme, en fait, tension RMS ou tension efficace, ça veut dire la même chose. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant l'autre partie de la puissance moyenne, qui est le facteur cosinus de phi. Donc, cosinus de phi, d'abord, on appelle ça le facteur de puissance. Et bon, c'est égal au cosinus de la constante de phase. Alors, comment le trouver facilement? Bien sûr, on a appris comment la trouver, la constante de phase. On peut le faire avec la tangente, mais on peut aussi le faire de la manière suivante. Ici, j'ai pris un exemple de diagramme de Fresnel d'un circuit quelconque. On aurait ici la bobine, le condensateur, on a notre résistance ici, puis la source qui est là. Ça serait à t égale 0. Donc, dans ce cas-ci, c'est la bobine qui domine, donc on a un circuit inductif, et donc le courant est en retard par rapport à la source. Alors maintenant, ce que j'ai amené ici, le vecteur mauve, c'est la soustraction de la bobine et du condensateur. Donc, c'est la résultante des deux que j'ai transportée à cet endroit-là. Et on sait que la somme des différences de potentiel, donc la résistance plus la bobine et le condensateur, doit donner la source. Donc, en fait, on vient ici de se former un triangle. Alors, vous voyez comment on va pouvoir trouver le cosinus de phi, simplement en utilisant des propriétés d'un triangle. On va dire le cosinus de phi, c'est le côté adjacent, donc l'amplitude de la tension au bord de la résistance, sur celle de la source qui est en fait l'hypoténuse. Ici, c'est sûr que c'est moins phi qu'on a ici parce que notre angle ici est vers le bas, donc il est négatif, mais en fait un cosinus, c'est une fonction paire, donc un cosinus de phi et de moins phi, c'est la même chose. Alors on peut faire ça comme ça. Ensuite, on peut remplacer l'amplitude sur la résistance R fois IM,
Sur la source, on peut faire Z fois IM. Alors, à ce moment-là, les courants s'annulent et on trouve cette formule-ci. Donc, cosinus de phi, c'est-à-dire notre facteur de puissance, est égal à R sur Z, donc la résistance sur l'impédance du circuit. Donc maintenant, si je remets ça dans ma formule d'en haut, je peux réécrire la puissance de cette manière-là. Je vais avoir tension efficace fois le courant efficace fois le rapport de la résistance sur l'amplitude. On peut faire un pas de plus, c'est-à-dire remplacer le E efficace sur Z, c'est égal au courant efficace. Alors, on peut les remplacer comme ça et donc on obtient R fois I efficace au carré. Cette formule-là nous rappelle une formule qu'on a utilisée déjà pour trouver la puissance dans un courant continu. Donc, on avait RI carré. Alors ici, ça veut dire que pour trouver la puissance moyenne dans un circuit alternatif, on peut utiliser une formule semblable, c'est RI carré, mais il faut prendre le courant efficace au carré. Une petite note ici sur le facteur de puissance. Donc, dans le fond, le R sur Z ici, plus il est gros, plus la puissance va être importante. Alors, c'est quoi la plus grosse valeur qu'on peut avoir pour le facteur de puissance? C'est lorsque lorsque Z, pardon, est égal à R. Alors, quand Z est égal à R, le facteur de puissance, il va être égal à 1. C'est ça sa valeur maximum. Et ça arrive quand est-ce? Ça arrive lorsqu'on a une résonance, dans le fond. C'est quand on est en résonance, l'impédance est égale à la résistance. Donc, c'est là qu'on a la puissance la plus importante qui est générée. Je vais terminer avec un petit exemple numérique. C'est l'exemple 12.7 dans votre volume. C'est un moteur électrique qui est branché à une prise de courant. Donc, il va fonctionner avec du 120 volts efficace, fréquence de 60 Hz. Sa puissance moyenne, c'est 950 watts. Donc, ça nous est donné ici. Le courant qui circule dans le moteur a une valeur efficace de 10 ampères. Donc, ça, c'est la valeur efficace du courant. On nous pose trois questions. Quel est le facteur de puissance? Quelle est la résistance du moteur? Et aussi, quelle est l'inductance du moteur si aucun condensateur n'est branché dans le circuit? Pourquoi l'inductance du moteur? Parce qu'un moteur, en fait, il y a un ensemble là-dedans d'enroulement de fils. Donc, ça agit un peu comme une inductance, en fait, dans un circuit en courant alternatif. Alors, si on écrit notre formule de puissance qu'on vient de voir, on avait la puissance égale E efficace fois I efficace fois le cosinus de phi, c'est-à-dire notre facteur de puissance. Alors, dans le fond, on a tout ce qu'il faut pour calculer le facteur de puissance. On a déjà la puissance moyenne qui est donnée en haut, c'est 950 watts. La tension efficace, c'est 120 volts. Et puis, le courant efficace nous est donné, il est ici, c'est 10 ampères. Donc, on peut avec ça calculer le cosinus de phi qui est notre facteur de puissance. Alors, le cosinus de phi nous donne 0,792. Ça n'a pas d'unité, c'est un cosinus, donc c'est juste un nombre comme ça. Ça veut dire en fait, si on veut l'interpréter, vous voyez, c'est presque 80%, c'est 79%. Ça veut dire que la puissance moyenne est à 80% de la valeur maximale qu'elle pourrait avoir si elle était en résonance. La question B, quelle est la résistance du moteur? Alors, on a vu tout à l'heure l'autre formule pour calculer la puissance. On avait R fois I efficace au carré. Alors, on peut la réappliquer. Remarquez que je n'ai pas écrit ici puissance moyenne, j'aurais dû écrire moyenne. Donc, 950 watts, on peut reprendre ça. Le courant efficace, on nous disait que c'était 10 ampères, donc au carré. Alors, avec ça, on peut calculer. Donc, 10 au carré, ça va faire 100. 950 sur 100, ça va donner 9,5. Donc, on aurait une résistance de 9,5 ohms pour le moteur. Ça, en fait, ça vient de la résistance des nombreux fils qui composent le moteur. Finalement, on nous demandait de calculer l'inductance du moteur. Donc, la question C, l'inductance du moteur si aucun condensateur n'est branché dans le circuit. Alors, on peut revenir avec la formule qui nous donnait le facteur de puissance. Donc, cosinus de phi, on disait que c'était R sur Z. Alors, comme on a calculé notre facteur de puissance juste en haut, c'était 0,792, qu'on vient de calculer notre résistance qui est de 9,5 ohms, alors on peut obtenir avec ça l'impédance du circuit. Alors, ça nous donne 12 ohms. En fait, ça donnait 11,99, donc j'ai arrondi à 12. Alors, on a 12 ohms pour l'impédance.
Et finalement, la formule qui nous donne l'impédance, donc c'est la résistance au carré plus, euh, en fait c'est XL moins XC au carré, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas de condensateur, donc ça sera juste XL au carré. Alors, on met nos chiffres là-dedans, on va avoir 12 ici, égale racine de 9,5 au carré plus XL au carré. Alors, on met 12 au carré, puis ensuite on soustrait 9,5, puis on prend la racine de ça. Donc, ça va nous donner l'impédance de la bobine, qui est de 7,33 ohms. Donc, c'est ce que ça nous donne. Et finalement, l'impédance de la bobine, c'est la fréquence angulaire fois l'inductance. Et la fréquence angulaire, ben, on a du 60 Hz. Alors, on avait déjà calculé en exemple là, la fréquence angulaire que ça donne. C'est 377. Donc, avec ça, on va pouvoir calculer l'inductance de notre moteur. Alors, ça donne 0,0194 ou encore, bon, on pourrait toujours écrire 19,4 millihenry pour l'inductance du moteur.